Donc en effet, je m'appelle Étienne Mingui et j'ai rejoint OVH Cloud il y a maintenant un peu plus de 4 ans, où je fais partie de l'équipe de stockage Ceph. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de stockage. Aujourd'hui, je vais vous parler d'automatisation et notamment d'autorémédiation, c'est-à-dire la capacité d'un système à se réparer par lui-même. D'abord, pour vous apporter un petit peu de contexte. OVH Cloud, on a 1 500 000 clients dans le monde. On est 2200 employés et on gère à peu près 380 000 serveurs dédiés dans nos 30 data centers répartis un peu partout dans le monde. Vous imaginez bien que pour tous nos besoins, on a différentes solutions de stockage. On propose des services de cloud public et privé. Et pour notre offre de cloud public, pour le stockage bloc, c'est-à-dire les disques additionnels, on utilise la technologie Ceph. Lorsque j'ai rejoint OVH Cloud en 2015, j'ai rejoint une équipe de 4 devs. J'étais le seul ops de l'équipe. Ça faisait à peu près 1 mois qu'on avait lancé notre offre public cloud. On avait donc une infrastructure qui était assez réduite. On avait uniquement 4 data centers et on avait 8 clusters Ceph. Cependant, ça faisait déjà un peu plus d'1 an qu'on faisait déjà du Ceph et donc on avait déjà de l'automatisation. Par exemple, quand on évacuait un disque d'un serveur, on supprimait un conteneur, c'était à peu près automatisé. Mais il fallait par exemple qu'on passe manuellement sur le serveur de monitoring pour lancer Puppet, sinon il nous disait « je suis en train de monitorer un conteneur qui n'existe plus ». Bon, voilà. C'était imparfait, mais ça restait finalement cohérent par rapport avec l'infrastructure qu'on avait. 4 ans plus tard, les choses ont beaucoup changé. Déjà, on n'a plus du tout de distinction entre les devs et les ops. On est 7 personnes dans l'équipe, tout le monde fait du dev, tout le monde fait du ops. Et puis bien évidemment, l'infrastructure a énormément évolué. On n'a plus 8 clusters en production, aujourd'hui on en a 250. Et puis, on n'est plus dans 4 data centers, aujourd'hui on est dans 10 data centers. Pour faire fonctionner tout ça, on a à peu près 2000 serveurs dédiés sur lesquels on va faire fonctionner 20 000 conteneurs. On va aussi retrouver quelques centaines de machines virtuelles, publiques ou privées, pour faire fonctionner toute notre backplane et notre infrastructure de backup. Quand on fait partie de l'équipe Ceph, on a une mission. Tout d'abord, on gère la donnée. Quand on parle de données, il y a 2 choses à prendre en compte. Vous avez la disponibilité et la consistance. La disponibilité, c'est lorsque l'utilisateur veut, par exemple, écrire quelque chose dans sa base de données, il veut que ça fonctionne tout de suite. Il ne veut pas attendre une demi-seconde avant d'écrire dans sa base. Puis l'intégrité, c'est tout simple. Si j'écris quelque chose aujourd'hui, il faut que dans 20 ans, je puisse lire exactement la même donnée. Puis même, tant qu'à faire, je préférais qu'elle n'ait pas été perdue, quoi. Donc, forcément, quand on parle de données, il y a une relation de confiance avec nos utilisateurs. On leur fait une promesse, c'est « confiez-nous vos données, on en prendra soin comme si c'était les nôtres ». Ce qui d'ailleurs est plutôt vrai, puisqu'on va stocker des données d'utilisateurs internes et externes. Une entreprise ne peut pas se permettre de perdre des données. Donc à chaque fois qu'on intervient, que ce soit sur la production ou dans nos développements, on va toujours garder en tête cette idée de toujours mettre en avant la sécurité des données. Pour ça, on va avoir une seule personne qui va s'occuper du run. Le run, bien évidemment, ça va être le monitoring. Mais ça ne représente pas la plus grande quantité du travail au quotidien. Il faut aussi mettre en production. On prod au moins 1 fois par jour. Il y a aussi des projets sur plus long terme, déployer des nouveaux data centers, suivre la supply, déployer les nouveaux serveurs, les nouvelles régions. Et puis, il y a aussi toutes les surprises qu'on peut avoir quand on a 20 000 conteneurs à gérer et qu'on est tout seul. Mais avoir une seule personne au run, ça va permettre de dédier tout le reste de l'équipe sur le dev. Et par dev, j'entends bien évidemment écrire du code, faire sa revue, mais aussi écrire les tests, toute la partie recherche et développement, et aussi travailler avec des partenaires pour des problématiques de performance, tester des nouveaux matériels, nouveaux logiciels, et ainsi de suite. Donc en tant que dev, on a vraiment une maîtrise complète de notre infrastructure.
Pourquoi est-ce qu'on a eu ce besoin d'autorémédiation? Eh bien, premièrement, les astreintes. À OVH Cloud, on avait probablement la pire astreinte de toute la boîte. On recevait beaucoup d'alarmes, et en plus, elles se réparaient en 1 ou 2 minutes. Donc, on était réveillé, on passait plus de temps à se connecter à notre infra qu'à effectuer l'opération, puis on retournait se coucher. Et le hasard fait aussi que l'équipe est répartie entre la France et la Pologne. On a donc un seul fuseau horaire. Et notre infrastructure, de fait, est plus souvent en mode astreinte qu'en mode heure ouvrée. Donc, si on est capable de déléguer certaines des alarmes à l'automatisation, on a tout gagné. L'infrastructure en elle-même a aussi énormément évolué. Je vous rappelle, on était passé de nos 8 clusters il y a 4 ans à aujourd'hui 250 clusters. Donc forcément, on a plus de sondes. Mais l'infrastructure elle-même a aussi évolué. On a amélioré le monitoring, on a ajouté de nouvelles sondes, on a ajouté des nouveaux composants. Aujourd'hui, l'infrastructure, elle est complexe à un point où personne dans l'équipe ne peut dire qu'il maîtrise l'ensemble de la stack. Et pourtant, quand on arrive en astreinte, par définition, on est tout seul. Il faut donc savoir gérer. Donc la même chose, si on peut automatiser, on a tout gagné. Une notion toute simple aussi, c'est la notion de plaisir. Quand on a fait 300 remplacements de disques, c'est cool de pouvoir se dire, maintenant, le temps que je vais passer, je vais travailler sur le robot qui va remplacer les 300 suivants. C'est quand même plutôt agréable. Et au quotidien, on était interrompu constamment, la personne de run était constamment interrompue par des toutes petites actions. On peut se dire, ça prend 2 minutes, bon, ça va, mais au final, ça nous force à changer de contexte. Parfois, c'est quelque chose d'assez intéressant, donc il faut qu'on le prévienne nos collègues. Et finalement, nos 2 minutes d'interruption, très rapidement, vont devenir 5, 10, un quart d'heure. Quand c'est une fois, bon, ça va. Quand c'est à longueur de journée, c'était juste pas possible. Et puis une raison toute simple, c'est qu'on en avait la capacité technique. On avait déjà beaucoup d'automatisation. On avait même certaines automatisations qui permettaient de corriger certaines erreurs. Par exemple, redémarrer un service. Quand on met à jour nos clusters, on redémarre progressivement l'infrastructure, donc on savait déjà le faire. Et on avait aussi tout un système d'ActiveMQ et de Rabbit qui nous permettait d'effectuer des tâches sur le long terme. Ça peut même durer plusieurs jours, plusieurs semaines. On sait faire, c'est fiable. Voilà un schéma de notre infrastructure extrêmement simple. Quand on est au dev, on va s'occuper principalement de 2 choses. Tout d'abord, il y a l'API Python. En l'interne, on l'appelle CAS pour Ceph as a Service. L'idée, ça va être d'automatiser tout ce qui peut être nécessaire au quotidien. Ça peut être des choses très simples, comme faire grossir un cluster, changer un disque, mais aussi des choses plus complexes. Par exemple, changer un disque de cache sans pour autant perdre l'intégrité des données de mon serveur, mettre à jour des clusters, déployer automatiquement des nouvelles versions pour build les images Docker, ainsi de suite. Ou LXC plutôt. Il y a aussi une autre partie qui va être toute la partie des tâches. Avec RabbitMQ et Celery, on va pouvoir définir des tâches composées de différentes actions et on va être capable d'arrêter à un instant T certaines actions. Peut-être parfois il y a des étapes qui échouent. On va regarder pourquoi, corriger, puis relancer, et ainsi de suite. La deuxième partie, c'est Puppet. Puppet, c'est notre gestionnaire de configuration. Ça nous permet 2 choses. Déjà, de faire de l'infra as code. Quand on a 20 000 conteneurs, on ne peut pas se permettre de passer sur nos 20 000 conteneurs pour changer une variable. Et puis aussi, quand on déploie un nouveau conteneur dans notre cluster, on a envie qu'il ait la configuration attendue, que ce soit en sécurité, configuration spécifique SF, et ainsi de suite. À noter également, sur l'API Python, on va être capable de déléguer certaines actions à nos utilisateurs finaux via l'API OVH Public Cloud. Tout simplement, quand on avait 8 clusters et qu'on venait nous demander de créer un utilisateur, on peut te le faire. Quand on en a 250, il y a une seule personne au run, c'est impossible. Et puis même maintenant, des utilisateurs externes. Quelqu'un qui a un besoin un vendredi à 20 h, le support peut lui dire, écoutez, attendez lundi 9 h. C'est pas acceptable. Donc on a toujours eu cette idée de déléguer un maximum d'opérations administratives à nos utilisateurs pour qu'ils puissent être autonomes.
Comment on s'y est pris? Alors, avant même qu'on ait déployé notre propre solution, un an avant, je m'étais intéressé à Rundeck. Le problème de Rundeck, finalement, c'est qu'il était trop complet par rapport à notre besoin. Puisqu'on avait déjà nos événements, via le monitoring, on avait déjà notre système de tâches, avec notre Celery, notre RabbitMQ, et parfois même, on avait déjà la correction qu'on avait déjà automatisée pour d'autres besoins. Et aussi, à l'époque, quand je m'y étais intéressé, le plus judicieux qui me semblait dans son utilisation, c'était d'utiliser avec Ansible. Et on n'avait pas envie de mélanger du Puppet et du Ansible dans notre infra. On a donc décidé de déployer notre propre API REST. Pour deux raisons. En tant qu'utilisateur, une API REST, c'est super cool. Je peux mettre ça dans un script bash, je peux mettre ça dans un curl. Nous, on le met plutôt dans nos API Python, dans nos librairies Python, pardon. On pourrait même imaginer, avec nos systèmes de métriques, on est capable de déclencher des événements. Peut-être que demain, je pourrais détecter une baisse de performance et déclencher une opération corrective. C'est tout à fait possible. On utilise Flask pour gérer notre API, et Flask, on l'utilisait déjà pour d'autres API sur notre produit. Donc finalement, c'est flexible, c'est facile à utiliser, mais on maîtrisait, on connaissait déjà la technologie. Dans notre système d'autorémédiation, on a un système de bail. L'idée est assez simple, s'il y a un bail qui est déjà présent, je ne vais pas exécuter de tâche. Il y a deux raisons principales. Parfois, on a des contraintes, il y a des opérations qu'on n'a pas envie d'exécuter trop souvent. Typiquement, une opération qui va déclencher une action en data center, on sait que ça peut être parfois une opération lourde, qui peut monopoliser une personne pendant plusieurs heures. On n'a pas envie de se faire détester par les équipes en data center. Puis aussi, il y a un aspect sécurité. Imaginons que sur mon serveur, j'ai un disque défectueux. Automatiquement, dans certains cas, je vais le remplacer. Maintenant, imaginons mon problème, il se situe au niveau du serveur et j'ai aucun disque de détecté. Si je n'ai pas ce système de bail, mon automatisation va tenter de remplacer mes 12 disques. C'est embêtant. Parce que si jamais j'ai aucun disque qui apparaît, le problème, il est probablement pas au niveau du disque. Puis maintenant, encore pire, si jamais mon problème est au niveau de ma salle entière, j'ai pas envie que tous mes serveurs de ma salle tentent d'évacuer tous les disques. Ce sera un enfer. On a également un système de suivi dans nos opérations. C'est quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'à assez récemment, on n'avait pas de monitoring. Donc ça arrivait qu'on se rende compte au bout de 3-4 heures, tiens c'est rigolo, depuis ce matin, j'ai des alarmes que je ne voyais pas depuis des mois. Ah en fait, ouais, parce qu'il ne répare plus, quoi. Bon, pas cool. Maintenant, quand une action ne va pas au bout, on est alerté, que ce soit une action réalisée par l'autorémédiation, ou par un client via l'API externe, ou un collègue. On a aussi tout un système de dashboard où on peut visualiser toutes les opérations en cours, celles qui échouent, et ainsi de suite. Concrètement, voilà comment ça se passe dans le code. D'un côté, j'ai ma sonde de monitoring, et de l'autre, j'ai mes événements. Dans ma sonde de monitoring, là où on avait l'habitude de modifier l'état de la sonde pour alerter la personne, au même endroit, on va envoyer un événement. Mon événement, il est composé de deux éléments. Déjà, j'ai son nom, et ensuite, j'ai ses variables. Du côté de mes événements, je vais pouvoir intercepter mon événement et réagir avec une fonction de mon choix. Ce qui est pratique, quand on travaille sur l'autorémédiation, on développe des choses qu'on va pouvoir utiliser dans d'autres contextes, dans notre automatisation par exemple. Donc, le temps qu'on passe sur l'autorémédiation, en réalité, c'est du temps investi pour l'ensemble de l'automatisation de l'infrastructure. Comment on s'y est pris concrètement? On arrive en janvier 2017, c'est merveilleux. Quand on contacte l'API, ça écrit Hello World dans les logs. Bon ça marche, il n'y a plus qu'à y aller. Première réelle utilisation en prod, novembre 2017. Donc là, vous vous demandez peut-être, on avait tout le produit, pourquoi est-ce qu'on a attendu 10 mois pour vraiment y aller concrètement? Donc là, ce que je vous dis, ce que je vous partage, c'est vraiment mon analyse avec 2 ans de recul. Je pense qu'on appréhendait énormément de déléguer certaines automatisations à notre système. Les autres équipes qui font du stockage à OVH sont beaucoup plus anciennes que nous, et elles avaient déjà ce système d'automatisation. Mais quand on en discutait avec elles ou avec des collègues, souvent on leur disait
Non mais nous, on peut vraiment pas automatiser. Imagine si il y a un disque qui est évacué par erreur, j'ai une baisse de performance, c'est pas génial, quoi. Si en plus j'en ai deux, bah là le système il va carrément se mettre en mode protection pour privilégier la sécurité des données, j'ai une indisponibilité du service. Et encore pire, si jamais par erreur il évacue 3 disques, là je perds des données. Moi je suis opérationnel sur la plateforme, on n'a jamais perdu un octet, c'est une idée qui me glace le sang, j'ai pas du tout envie de perdre mes données, quoi. Mais en même temps, ça me rappelle une anecdote, j'étais à l'étranger avec mes collègues pour une conférence, et on rentrait tous en Pologne. On avait dû faire 2 avions pour qu'il y ait quelqu'un qui reste au sol puis qui puisse gérer la plateforme. Je rentre avec mon chef, on descend de l'aéroport, puis là, on envoie un petit message aux collègues, bon, c'est bon, on est arrivé, on prend le relais, on fait 100 mètres dans l'aéroport et on reçoit une alarme. Mon chef, il me montre disque KO. Il est un petit peu en galère dans l'aéroport, il sort son PC, il s'assoit où il peut, il commence à réparer le truc, puis il me dit, il faut vraiment qu'on automatise l'évacuation des disques, quoi. Donc on était vraiment partagés entre cette idée d'automatiser, ce qui nous tente énormément, mais aussi la réalité de la production. On ne peut pas se permettre la moindre prise de risque. Finalement, on a décidé d'itérer. Ce redémarrage de Docker, on le fait sur une plateforme où on gère nos backups. C'est quelque chose qu'on ne vend pas aux clients, c'est pour nous. En ayant mis en place le redémarrage de Docker automatiquement sur ce périmètre, on ne prenait aucun risque sur la qualité de service. Et une fois en place, on constate que ça marche. Et cette alarme qui nous embêtait 2-3 fois par semaine, aujourd'hui on ne l'entend plus, quoi. Ça nous a vraiment permis de prendre confiance et de passer à la suite. Si je reprends l'exemple de mes disques, lorsqu'un disque est défectueux, il y a 2 possibilités. Soit il est complètement KO, et là il n'y a rien à faire à part l'évacuer, soit il va montrer des signes de faiblesse. Mais on va quand même être capable de lui demander des lectures-écritures. Actuellement, dans notre sonde de monitoring, quand on détecte ce comportement, on va demander une évacuation sur le long terme. C'est-à-dire, on va diminuer le poids du disque en plusieurs étapes. Le poids, ça représente la quantité de données du disque. Ça peut prendre 2 jours, mais pour nous que ça prenne 2 heures ou 2 jours, c'est pas gênant parce qu'on s'en rend même pas compte. Et au final, on arrive avec un disque qui n'a plus aucune donnée, et on sait qu'on ne prend aucun risque à l'évacuer. L'évacuation, de toute façon, elle est automatique. Il nous reste quand même la problématique des disques qui sont incapables de répondre aux requêtes, qui sont complètement KO. Ces disques-là, on ne les remplace pas encore automatiquement. En revanche, depuis aujourd'hui, et je ne mens pas parce que j'ai merge hier et ça a été prodé ce matin, on a changé le comportement. Quand on détecte un disque complètement KO, on arrête le conteneur. En soi, ça n'apporte strictement rien. Il faut toujours qu'on se connecte sur notre infrastructure et qu'on demande l'évacuation. En revanche, ce qu'on va être capable de faire dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, je ne sais pas, quand on aura effectivement conclu que à chaque fois qu'un conteneur était éteint, effectivement, la seule chose à faire, c'était bien de demander son évacuation. Tout ce qu'on aura à faire, ce sera de remplacer l'opération d'extinction du conteneur par une évacuation du disque. On aura pris notre temps, on sera resté dans notre zone de confort, on aura tout gagné. Si je devais conclure, le premier bénéfice, c'est pas du tout celui qu'on attendait. On se doutait bien que ça allait améliorer la performance. Mais quand je suis en astreinte et que je suis alerté sur une alarme, déjà il faut que l'alarme elle se répète 3 fois. Les sondes critiques, elles tournent à peu près toutes les minutes. Il faut déjà attendre 3 minutes avant que je sois prévenu. Je reçois mon alarme, je me connecte, je corrige. Finalement, entre le moment où notre monitoring détecte un incident et où celui-ci déclenche l'opération de correction, il va se passer au moins 10 minutes. Aujourd'hui, quand on détecte une anomalie, quand on a notre système d'autorémédiation en place, il suffit de 10 secondes pour déclencher l'opération. Il y a aussi nos changements de disque qu'on fait de manière préventive. Aujourd'hui, on va être capable de remplacer à peu près 1/3 de nos disques avant qu'ils soient cassés. C'est-à-dire qu'on va être capable de remplacer nos disques
avant, on va être capable de les remplacer plus tôt que ce qu'on aurait fait avant. On a donc moins de problèmes de performance. Quelque chose qui arrivait assez souvent, c'était un disque qui fonctionnait pas très bien, mais un petit peu quand même. Donc, nous, dans le monitoring, on ne s'en rendait pas forcément compte. Puis au bout de 10 minutes, j'ai des requêtes bloquées qui arrivent. C'est bizarre. Ce problème-là, on l'a plus du tout. Il y a aussi, bien sûr, l'idée du confort. Souvent, quand on définit nos sprints, quelque chose qui revient très souvent, c'est « moi, cette semaine, j'étais de run, et j'ai eu ce problème, et ça m'a pas mal embêté. » Ou même « moi, cette semaine, j'ai été d'astreinte, et j'ai eu tel problème. » Quand on définit le sprint, on sait que le prochain tour du run, il est probablement pour nous, ou en tout cas, il n'est pas très loin. Donc si un collègue nous dit qu'il a eu tel problème, vous pouvez être sûr que d'ici les 2 semaines, ça va être corrigé, parce que personne d'autre n'a envie d'avoir ce même problème. Actuellement, on fait à peu près 150 opérations par semaine. Ça peut sembler assez peu par rapport à la taille de l'infrastructure. Mais c'est 150 actions qui vont aller jusqu'au bout. C'est-à-dire ces 150 opérations dont le bail était disponible. Et il y a aussi énormément d'opérations où on va plutôt décider de ne rien exécuter, mais de remonter uniquement l'alarme pour qu'une personne de l'équipe puisse intervenir. Si demain, on n'avait plus notre système d'autorémédiation, sur ces 150 alarmes, il y en a au moins une cinquantaine qui sonneraient en astreinte. Si demain, j'explique à la personne d'astreinte, écoute, cette semaine, bon courage, parce qu'en fait, tu vas avoir 50 alarmes en plus, je pense que les gens ne resteraient pas très longtemps dans l'équipe. Aujourd'hui, on est capable, par exemple, d'optimiser le placement des données. Avant, régulièrement, quand on allait se coucher, on savait qu'on avait quelques clusters qui étaient extrêmement remplis. On lançait un petit script bash pour modifier à la volée les poids et mieux répartir les données. Ça, maintenant, on le fait automatiquement et surtout uniquement lorsque c'est nécessaire. L'avenir, on a un Jira, qui est le meilleur outil DevOps, qui va vraiment très bien résumer. On devrait écrire un script, on devrait l'appeler, je ne me souviens plus du nom, j'arrive pas à lire, Let's do a script that will automate everything, c'est quelque chose comme ça, pour qu'on puisse s'asseoir et jouer à Quake 3 toute la journée. Bon. La promesse est belle, dans les faits, ça fait 2 ans qu'il a été créé, vous voyez qu'il est toujours en ouvert. Bon, de toute façon, on ne va pas chercher à tout automatiser, ça n'a pas de sens. Mais c'est vrai qu'on a toujours cette idée de garder une seule personne au run. Si demain on mettait 3 personnes au run, je suis convaincu que dans 2 mois, il y aura du travail pour 3 personnes. En gardant cette personne, on se force à avant tout maintenir la plateforme pour qu'elle soit gérable par une seule personne. Dans notre système où tout le monde fait du dev, tout le monde fait du ops, plus personne n'est indispensable. Auparavant, quand j'étais seul et que je partais en vacances, il fallait que je me synchronise avec mon chef, qui était quasiment aussi le seul à savoir faire le run. C'était pas agréable. Et finalement, j'ai envie de vous poser la question à vous. La prochaine fois que vous recevez une alarme et vous vous dites « Ah non, mais cette alarme, je la connais beaucoup trop, ça fait 300 fois que je l'ai, je connais déjà la correction. Est-ce que ça pourrait pas être la première alarme que vous pourriez corriger en retournant demain au bureau ?» Merci. Bon, mais merci pour cette présentation. Et voilà, très bien. Donc je vais, si vous me permettez, monsieur, de vous poser quelques questions. Je vous le permets. Très bien. Question numéro 1, de loin, le plus upvoté. Upvoté, français. Vous utilisez quoi comme outil de monitoring? On utilise Alcing 2. C'est une solution qui reprend la logique de Nagios. Jusqu'il y a encore à peu près 1 an, on utilisait Shinken. Sauf qu'on ne savait pas le faire monter à l'échelle. On avait des collègues qui savaient très bien le faire. Nous, on n'y arrivait pas. Donc, au final, la solution la plus simple pour nous, ça a été de changer de solution de monitoring. Mais étant donné que ça a la même logique, les fichiers de conf sont très similaires, ça n'a pas été très difficile. Très bien, assez simple comme réponse. Et bon, on va choisir un autre parce qu'ils sont à peu près égaux en termes de nombre de votes. Faisiez-vous des reviews des actions prises par le système d'auto-rémédiation? Alors, actuellement, il nous manque un système de reporting tout bête qui nous dirait, voilà, hier j'ai effectué tant d'opérations. C'est une discussion que j'ai déjà eue avec des collègues.
Ils sont moins convaincus que moi du besoin, mais je pense que d'ici quelques mois, je réussirai à les convaincre et qu'on n'ait pas la surprise. Enfin, à chaque fois qu'on fait une conf sur ce sujet-là, on va regarder les compteurs d'opérations. Et à chaque fois, en fait, on est surpris par le nombre d'opérations. On a de mémoire quelque chose comme 500 000 opérations déclenchées. Alors évidemment, ça inclut toutes les opérations, on ne compte pas celles qui vont uniquement au bout. Et en fait, on sait aussi pourquoi. C'est parce qu'on s'est rendu compte, au bout de plusieurs semaines, qu'on avait un souci de droit sur un type de serveur et que NTP essayait de corriger l'erreur toutes les minutes depuis plusieurs semaines sur tous les serveurs de backup. Donc, il y a plein de choses à améliorer. Quelle est la résistance, en fait, à ça? Quel est le raisonnement de ne pas faire des reviews, en fait? Après, bon, on a tous nos priorités. On n'a jamais eu on n'a jamais eu vraiment de gros soucis. On n'a jamais eu de grosses surprises qui aient eu un impact sur le service. Donc, ce serait bien qu'on soit peut-être plus proactif dans les besoins. Je pense que c'est surtout lié à ça. C'est tout ça. Ok, très bien. Et peut-être une troisième question. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec plaisir. Voilà. Quels outils utilisez-vous pour l'automatisation des corrections? Pour l'automatisation des corrections? C'est-à-dire l'autorémédiation. Quels outils en précis, dans le concret? Au final, dans nos systèmes Celery, on a ajouté tout un panel d'opérations. Il y a des choses assez simples, comme par exemple se connecter en SSH et exécuter une commande. Si bon, on évite, on préfère avoir un appel dédié pour ça. On peut aussi faire des demandes sur l'API Ceph, récupérer des états de cluster. Je vais prendre un exemple concret, admettons que j'ai envie de changer un disque. Je vais créer mon opération, qui revient exactement la même chose que de déclencher de manière automatique. Et je vais avoir toute une succession de tâches. Par exemple, je vais contacter une API OVH interne pour créer une opération data center. Je vais me connecter sur mon host en SSH pour allumer une LED. Je vais me connecter en SSH sur mon host, puis contacter l'API Ceph locale pour regarder le placement de mes données et m'assurer que ce changement ne va pas générer de prise de risque sur mon cluster. Très bien. Parfait. Excellent. Il n'y a plus qu'à? Il n'y a plus qu'à aller manger. Très bien. Merci Étienne. Merci. Voilà. Merci à toutes et à tous. C'est la dernière session de ce matin ici. Donc le déjeuner, j'espère, est prêt. Et on va se